Bonjour et bienvenue dans l'Avant-Garde, c'est Nicolas le cofondateur de Pongo et aujourd'hui je suis avec Anthony Forest, directeur commercial et marketing de 25 Hours Hotel Terminus Nord à Paris. Et je suis très content de te recevoir Anthony parce qu'on a un podcast aujourd'hui qui est un peu atypique parce qu'on va parler du marketing dans l'hôtellerie, on va parler du renouveau de l'hôtellerie et tous les enjeux qui vont avec. Et sans transition, avant de parler un peu de ton quotidien chez 25 Hours, je vais te laisser un peu te présenter Anthony, qui es-tu, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à le poste que tu as aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas, merci déjà dans un premier temps de me recevoir, ça me fait plaisir d'être là. Pour te parler un petit peu rapidement de mon parcours, il n'a pas débuté dans l'hôtellerie. J'ai commencé en fait le jour de mes 18 ans par un travail d'été. J'ai fini guide touristique de la petite ville dont je suis originaire. Et c'est vrai que c'est un travail que j'ai fait pendant 7 étés consécutifs, même pendant mes études, qui m'a appris vraiment à la base c'était un peu alimentaire, j'avais pas besoin pour me nourrir, mais en tout cas vraiment le travail d'été où tu sais te faire un petit peu de sous, mais j'ai commencé vraiment à m'intéresser notamment aux gens qu'on accueillait en me disant mais qui sont-ils, à adresser un petit peu, même sans trop le savoir à l'époque, des espèces de personas, de tiens on va avoir les Belges, on va avoir le jeune couple, et c'est vrai que c'est ce qui m'a fait aussi m'intéresser vraiment à cet aspect de tourisme, sachant qu'en parallèle j'ai pris un cursus de fac de lettres vraiment juste en langue, mais ça m'a fait partir assez vite dans le tourisme. Ensuite, j'ai voyagé un petit peu à l'étranger, notamment en Irlande. Et si je suis arrivé à Paris, c'était pour travailler notamment pour l'Office de tourisme d'Irlande à Paris, Ok. sur des problématiques de comment donner envie, notamment par des collaborations, parce que tu le verras, on aura l'occasion de parler par la suite. Ce qui m'intéresse vraiment aussi dans le marketing, c'est notamment le co-marketing, comment est-ce qu'on va travailler avec des partenaires qui vont avoir des intérêts communs pour pouvoir essayer de toucher en fait, la même cible. Donc j'ai commencé ça avec l'Irlande, ensuite j'ai travaillé pour l'Office de tourisme de Flandre et de Bruxelles, donc j'ai travaillé pour la Belgique pendant presque 5 ans. Là encore avec des problématiques notamment de B2B2C, de comment par des partenaires qui, eux, vont avoir une distribution, que ce soit de billets de train ou d'hôtels, on va pouvoir monétiser finalement une destination, parce que c'est ce qu'on fait. En fait, quand tu as un office de tourisme, tu n'as pas vraiment de produits à vendre. Donc mon rôle est un petit peu d'aller dégoter ces produits, d'aller parfois packager des partenaires qui ne se connaissaient pas forcément entre eux, pour ensuite pouvoir communiquer et en parallèle d'une communication qui allait plus être une communication de contenu. Je pense à des campagnes qu'on a pu faire, par exemple, avec Télérama. Comment est-ce qu'on allait trouver des compagnies aériennes, ferroviaires, évidemment, pour les Français, des hôteliers, et réussir à un petit peu commencer à proposer déjà une offre clé en main, au-delà du contenu purement inspirationnel, de type partez voir une nouvelle exposition à Anvers ou un nouveau restaurant à Gand. Hyper intéressant. Et ça nous fait plein de problématiques et d'enjeux qu'on pourra creuser. Il y a plein de trucs hyper intéressants à dire sur le co-marketing. Et finalement, du coup, qu'est-ce qui t'amène à 25 Hours ? Alors, l'institutionnel, c'était vraiment des années formidables. C'est vrai que mon rôle, beaucoup, comme tu l'as compris, a été de faire le pont justement entre le côté institutionnel et le côté privé. Et c'est vrai que j'ai été attiré de plus en plus par le côté privé qui apportait de nouvelles problématiques, notamment en termes de résultats financiers, d'objectifs. Donc, je me suis rapproché de plus en plus de l'hôtellerie. J'ai d'abord travaillé pour un groupe de boutiques hôtels qui avait justement des boutiques à Bruxelles. C'est comme ça que je l'ai connu, en tant que commercial, puis responsable commercial, donc des différents hôtels en Europe. Et puis, l'opportunité récemment s'est faite de pouvoir rejoindre l'équipe 25 Hours à Paris en tant que directeur commercial et marketing. Donc c'est un hôtel que j'avais repéré depuis quelques temps déjà et qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai profité de l'occasion pour rejoindre l'aventure. Ouais, trop bien, il y a des trucs hyper intéressants à dire autour de justement l'expérience qu'essaye de proposer 25 Hours. Est-ce que je vais réussir à le dire pendant ce podcast ? D'ici la fin du podcast, tu y arriveras. Est-ce que du coup tu peux nous pitcher un peu ce qu'est 25 Hours ? J'ai réussi, il n'a pas fallu attendre la fin du podcast. Est-ce que tu peux nous pitcher ce que c'est et peut-être ce qui différencie 25 Hours des autres chaînes d'hôtels ?
Bien sûr. Alors déjà, pour un petit peu d'histoire, c'est une chaîne allemande qui est née à Hambourg en 2005. En gros, un tout petit peu, 3 ans, je crois, avant Mama Shelter, qu'on connaît beaucoup plus en France. Tu verras, je réexpliquerai par la suite pourquoi je place déjà Mama Shelter dans la conversation, puisqu'en fait, c'est des hôtels qui se voulaient à l'origine des lieux de rencontre aussi. C'est-à-dire que le constat était qu'on pouvait faire de l'hôtellerie, sans parler de luxe, en tout cas un peu haut de gamme, mais tout en recréant l'atmosphère en fait, qu'on pourrait attendre, par exemple, d'une auberge de jeunesse. C'est-à-dire un endroit où il va y avoir vraiment de la rencontre qui va se faire entre les clients de l'hôtel, mais aussi entre les locaux. C'est un endroit où vraiment tu pourrais te dire je peux arriver seul et vraiment juste en fréquentant les espaces communs, je vais être amené à rencontrer des gens ou à vivre des expériences au-delà de ma chambre. Et voilà, donc c'est une hôtellerie aujourd'hui qu'on a qualifiée de lifestyle, hein, parce que c'est un mouvement qui s'est un petit peu développé. C'est pour ça que je parle notamment de Mama Shelter, qui est vraiment l'exemple qu'on connaît sans doute le mieux en France. Et l'hôtellerie lifestyle, voilà, va vraiment reposer sur une expérience, au-delà juste du service de l'hôtel, qui peut être un service effectivement de qualité dans la manière dont tu es reçu, de toutes les prestations que tu vas recevoir, mais tu dois pouvoir aussi t'identifier dans l'expérience que tu vas vivre. Ça va beaucoup jouer aussi sur la théâtralisation des espaces. Pour te donner une idée, donc aujourd'hui, la marque compte 15 hôtels, principalement dans les pays germaniques, enfin, donc beaucoup en Allemagne, on est à Vienne, à Zurich. Paris a été le premier en dehors de ces régions à l'international, mais depuis on a ouvert Copenhague, on a ouvert Florence, et justement le motto est You know one, you know none. Si vous en connaissez un, vous connaissez pas les autres. C'est-à-dire que si la marque vous plaît, si vous vous sentez à la maison dans un 25, vous allez normalement retrouver ça dans les autres, mais ils sont tous basés en fait sur une histoire. Il y a vraiment un storytelling derrière chaque hôtel qui est tellement fort que tu peux pas retrouver ça ailleurs. Pour te donner l'idée de Florence, parce que je viens d'en parler, il est basé sur la Divine Comédie de Dante. C'est-à-dire que tu vas avoir la moitié des chambres qui vont être des chambres paradis, toutes blanches, et l'autre moitié des chambres qui vont être l'enfer, qui vont être toutes rouges. Incroyable. Paris, c'est un petit peu différent, et ça s'inscrit aussi beaucoup, je trouve, aussi dans toute cette tendance un petit peu de l'hôtellerie lifestyle. Ça va être aussi d'aller redécouvrir des quartiers. Ce que Mama Shelter avait très bien fait d'ailleurs à Bagnolet. Donc nous, on est Gare du Nord. Donc c'est vrai que la Gare du Nord, pour un Parisien, ça peut être un quartier qui a encore des connotations. C'est vrai que c'est un des plus grands challenges aujourd'hui. Je suis parfois plus commercial pour la Gare du Nord que pour l'hôtel, je te l'avoue. Justement, la personne qui a travaillé derrière ce concept, c'est un historien aussi. C'est un Américain qui est amoureux du quartier et qui a écrit carrément sa thèse sur l'histoire du 10e arrondissement de Paris après la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un passionné, mais qui en parallèle... Voilà, c'est son travail aussi de participer à la conception d'hôtels. Il a travaillé sur d'autres hôtels, mais là, c'était un peu personnel pour lui par rapport à ça. Et il a dit, on va surtout pas s'excuser d'être Gare du Nord. On va au contraire, il a écrit un livre en parallèle qui s'appelle Portrait de la Gare du Nord, où il allait interviewer vraiment des habitants du quartier, des gens qui travaillent Gare du Nord, des gens qui transitent Gare du Nord tous les jours. Il a écrit un livre par rapport à ça. Et de ce livre, des tranches de vie qu'il a récupérées de ces gens, il a créé autour le concept de l'hôtel. C'est-à-dire ce que tu vas retrouver dans l'hôtel, que ce soit au niveau du street art, que ce soit au niveau du bar, enfin tout ce que tu vas retrouver peut paraître une belle déco, une belle idée anecdotique comme ça, mais tout a un sens lié en fait à l'aspect local. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu offrir comme expérience dans notre hôtel, c'est vous allez vivre l'expérience de ce qu'est la Gare du Nord. Et c'est hyper intéressant, cette notion d'expérience. Ça fera des rebonds pour tout ce qu'on pourra dire après. Il y a vraiment quelque chose de très contextuel, notamment lié à une génération qui se renouvelle sur l'attente de bien plus qu'un lieu de résidence. Mais avant de creuser tous ces sujets, peut-être que tu peux nous dire un petit peu quel est ton quotidien, quel est ton rôle chez 25 Hours, et on pourra après du coup rentrer un peu dans le détail de justement ce renouveau de l'industrie de l'hôtellerie et de toutes ces nouvelles marques qui arrivent. Alors, donc effectivement, donc tu l'as compris, il y a vraiment deux pôles qui vont souvent main dans la main. Il y a vraiment la partie donc marketing, où là, on va travailler beaucoup sur l'image de l'hôtel et de la marque de manière générale. Parce qu'un petit point, du coup, auquel je ne suis pas arrivé, c'est vrai que je parle de Mama Shelter depuis tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la marque 25 Hours fait partie, en fait, de Ennismore, et donc qui est aussi, en fait, une ombrelle d'Accor. Donc, en fait, Accor, Ennismore, ça va être tout ton parti hôtellerie, lifestyle. Ennismore qui a été connu par son fondateur à l'origine pour The Hoxton.
Mhm. Donc voilà, un autre grand nom de l'hôtellerie lifestyle et qu'on connaît très bien aussi à Paris. Donc voilà, Mama, The Hoxton, d'autres marques comme Tribe, Joe Joe. Aujourd'hui, on va faire partie de la même ombrelle Ennismore des marques Accor. Voilà, c'était pour t'expliquer que par contre, du coup, on a quand même encore une problématique, nous, au niveau de la marque 25 Hours aujourd'hui, c'est que si elle est très connue sur un marché allemand, au même titre qu'un Français qui aujourd'hui va partir peut-être, je pouvais prendre l'exemple de Rome, va très bien connaître Mama, donc va avoir tendance peut-être à vouloir aller au Mama, là où par exemple sur le marché italien, j'imagine qu'il y a encore un travail à faire autour de la notoriété de la marque. Ben, nous, c'est la même problématique à Paris, c'est comment est-ce qu'on va faire connaître la marque 25 Hours. Donc ça, c'est au niveau de la partie marketing, c'est vrai que c'est un des grands challenges aujourd'hui. Ça passe beaucoup par la presse. On a la chance de pouvoir travailler avec une agence presse. Donc c'est vrai que c'est au moment de l'ouverture, hein, de toute façon, que tu as le plus de chances de faire parler de toi. Mais ensuite, il faut toujours réussir à trouver des petites actualités pour rester quand même assez intéressant pour avoir encore des publications. On a aussi un grand média réseaux sociaux, évidemment, qui est tellement important pour nous qu'on a carrément 3 réseaux sociaux différents. On en a un pour l'hôtel, le 25 Hours. On en a un pour le restaurant, notre restaurant qui s'appelle le Nenni, qui est un restaurant que tu vas pouvoir retrouver dans d'autres 25 Hours. Et notre bar qui s'appelle le Sap Bar, en hommage en fait à une des personnes qu'on va retrouver dans le livre Le Bachelor, voilà, qui est vraiment une des figures de la sapologie en France, qui était là d'ailleurs il y a une dizaine de jours chez nous. Donc ça, c'est 3 déjà comptes différents, avec en plus des positionnements qui sont parfois différents. Hyper intéressant. Donc ça, c'est sur la partie marketing. Et j'imagine que sur la partie commerciale, tu as tout un enjeu de notamment travailler, j'imagine, sur la partie B2B, du coup, de faire venir une clientèle B2B. Tu peux nous en dire juste un tout petit peu plus là-dessus ? Bien sûr. Donc là, sur la partie commerciale, comme tu l'as dit, on va être plus sur du B2B. Donc on a un hôtel qui est assez grand, on a quand même 235 chambres à remplir, plus des salles de réunion, plus un restaurant. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup travailler avec tout ce qui va toucher les organisateurs de congrès, de séminaires sur les grands événements, comme je te laisse imaginer, voilà, comme on a les Jeux Olympiques, on fait partie d'un des premiers sujets sur lesquels j'étais amené à travailler. Gros sujet pour commencer d'ailleurs. Mais voilà, on va vraiment essayer de se faire connaître donc par des manières vraiment commerciales assez classiques, hein, finalement. Ça va être d'inviter vraiment tous ces potentiels apporteurs d'affaires, déjà dans un premier temps sur Paris, à venir découvrir l'hôtel, à venir tester le restaurant. Et ensuite, ça va être beaucoup de déplacements. Les déplacements se font généralement au niveau de la marque. On se relaie. Il y a beaucoup de salons internationaux dédiés à cette cible. Et on se relaie d'un commercial à l'autre, d'un hôtel à l'autre, pour aller représenter cette fois-ci vraiment l'ensemble de la marque. On a encore vraiment une politique. Aujourd'hui, on est assez petit pour se permettre d'avoir une politique marque. Hyper intéressant parce que ça te fait un scope qui est hyper large finalement, où en fait tu vas aller à la fois essayer de faire connaître l'hôtel dans la ville auprès de la clientèle B2C, que ce soit via la connaissance du bar, du resto, de l'hôtel, en même temps drive une clientèle B2B qui peut-être se transformera ou est déjà d'ailleurs une clientèle B2C. Ça te donne quand même une overview, comme on dit dans la Startup Nation, de plein de sujets et plein de manières de faire de l'acquisition. Et on pourra y revenir après, mais c'est intéressant parce qu'il y a peut-être aussi des porosités entre tous ces gens. Si je peux juste rebondir sur quelque chose d'intéressant que tu viens de dire. Ça va faire un peu pompeux ce que je vais dire. Pour moi, un billet est un si. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand, et particulièrement par exemple sur le marché parisien, on essaye d'être particulièrement actif, notamment pour nos espaces F&B, j'ai des clients, des contacts potentiels qu'on va appeler. S'ils ont entendu parler de nous, c'est parce qu'ils nous ont découvert par exemple sur Instagram. Il y a des gens déjà qui m'ont dit « Ah mais attendez, vous êtes l'hôtel du restaurant ». Alors par exemple, on a 12 000 followers sur le compte de l'hôtel, on va en avoir 5 sur le compte du restaurant, mais j'ai des clients B2B, s'ils ont déjà été exposés eux, en tant qu'individus, en rentrant le métro le soir sur Insta en disant « Tiens, ce resto, il a l'air incroyable, j'ai envie d'y aller », il y a déjà le 3/4 de son travail B2B qui est fait, si tu les as déjà acquis en B2C. Bien sûr. Bien sûr, et en fait j'aime bien cette phrase un billet est ainsi, et tu n'es pas pompeux, t'inquiète pas. Et parce que finalement tout le monde est un consommateur à la fin, tout le monde est un individu qui vit des expériences, qui achète des choses, et on peut le voir dans plein de trucs, même dans la restauration, c'est-à-dire que pas plus tard que dernièrement, on a pris, nous, un traiteur pour une soirée d'entreprise et en fait, on le connaissait parce qu'on y était allé en tant que consommateur au restaurant. Donc, les porosités, effectivement, sont évidentes là-dessus. Et ça me fait un lien avec,
vu que tout le monde est un consommateur, parlons un peu de ces consommateurs, et notamment dans l'hôtellerie. Moi, j'ai l'impression qu'on a des consommateurs qui changent et qui ont obligé, c'est encore peut-être un peu nouveau, mais ont obligé du coup les hôtels à se réinventer et devenir, comme tu le disais tout à l'heure, des lieux d'expérience. Et c'est pas un hasard si dernièrement Airbnb revient un peu à ses vieux amours en mettant en avant tout le côté chambre chez l'habitant avec leur Airbnb Passport qu'ils ont sorti, qui détaille tous les aspects de l'habitant dans lequel tu vas aller pour vivre une expérience avec lui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est vrai, il y a une nouvelle trend vraiment d'une nouvelle génération qui attend bien plus qu'un lieu de résidence? Alors, je pense qu'il y a ça. Déjà, ce que je vais dire n'engage que moi. Je pense que c'est des retours. C'est des choses qui reviennent. Si tu regardes vraiment tu sais, le concept de l'auberge, de l'aubergiste, tu sais que tu vas... Alors aujourd'hui, on va souvent associer ça avec des scènes de films ou séries, d'heroic fantasy, du voyageur qui se retrouve à l'étape, l'auberge, où ça finit souvent en baston d'ailleurs. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, Vraiment ce lieu, en fait, qui est en fait un tiers-lieu, qui est un terme qui date des années 80, mais pourtant, encore une fois, qui est quelque chose qui existe depuis bien plus longtemps, quelque chose que j'ai étudié justement de mon temps à l'Irlande par rapport au pub irlandais, qui est l'incarnation même du tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est un endroit en fait qui n'est ni chez toi, ni ton lieu de travail, mais qui est un endroit qui fait vraiment qui peut faire partie de ton quotidien, qui fait partie de ta vie, et surtout qui est un endroit où se crée du lien social avec des gens, voilà, qui sont ni ta famille, ni tes collègues, mais en venant te prêter à l'exercice de te mettre ici, tu sais que tu vas être amené à faire partie d'un tissu social. Donc oui, tu choisis de le faire. Donc ça, il y a quelque chose qui a toujours existé. Là, je viens de prendre l'exemple du pub, de l'auberge. Et c'est pareil, je pense qu'une auberge, c'était un endroit où venaient manger les locaux. Et pourtant, il y avait quand même des chambres au-dessus. Donc évidemment qu'à un moment, ça a été revu, réinventé, remarketé, c'est redevenu cool. Il y a des marques aujourd'hui qui reviennent, des marques qui existent depuis des années, hein, qui sont vraiment des fondateurs de l'hôtellerie, qui même eux commencent à se dire peut-être que les gens ont un petit peu plus envie de ça. Donc clairement, il y a une écoute du marché, mais je pense pas que ça ait jamais vraiment disparu. En fait. Ouais, ça n'a pas disparu, mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement, du coup, avec ce retour du coup au tiers-lieu, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi qui changent? Je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui vos hôtels ont une offre F&B avec un bar, avec un resto, où on essaie de créer une atmosphère, où on essaie de faire en sorte qu'il y ait des porosités entre la chambre, le resto, le bar, les événements qui s'y créent. Ça crée quand même des enjeux qui sont très différents que d'être un hôtel, avoir, je dirais, produire le service demandé qui est genre juste je veux dormir quelque part dans un confort plus ou moins grand. Ça crée quand même des choses, des nouveaux enjeux qui sont complexes. Bien sûr, mais ça fait partie, quand on parlait de l'expérience tout à l'heure, donc il va y avoir l'expérience des sens, c'est-à-dire qu'il y a, je te dis, il y a la théâtralisation de l'espace, il va y avoir on a un parfum spécial 25 Hours que tu vas pouvoir retrouver dans tous les 25, il y a une playlist, donc il y a cette partie expérience, mais il y a quelque chose que tu ne pourras pas recréer toi-même, c'est l'atmosphère, et l'atmosphère notamment avec les locaux. C'est pour ça que c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui de réussir à faire venir des Parisiens aussi dans nos espaces F&B. Ça va être par exemple avec des soirées, ça va être, je te disais, donc je te parlais du Bachelor tout à l'heure, donc le sapeur, on a organisé par une association qui vraiment connaît très bien ce milieu, a fait venir pas que lui, mais des grands noms de la SAP au SAP Bar. Et on avait vraiment des locaux qui sont venus pour vivre cet événement. Et on avait aussi vraiment des clients de l'hôtel qui se retrouvaient, qui venaient à Paris. Je revois un groupe de quatre mecs néerlandais qui étaient en train de boire leur verre au comptoir, qui se retrouvaient dans un truc que même à Paris, tu vois, nous, on n'est pas amené forcément à vivre ça. Ils sont vraiment avec des sapeurs congolais. Et en fait, ça crée, ils discutaient. C'est un peu cette espèce d'effervescence et d'échange qu'on essaie de recréer là-dessus. Si tu prends... je vais parler un petit peu des cousins d'Enixmore. Si tu prends The Hoxton, quand tu arrives à The Hoxton, tu rentres, tu passes pas la porte, tu n'es pas à la réception. Tu es obligé de passer par un espace F&B. Parce que justement, ils veulent que quand leurs clients arrivent, ils se sentent direct un petit peu dans cette effervescence parisienne, ou pas d'ailleurs, mais ils veulent se sentir dans un endroit où ça se passe, et pas juste le calme d'un lobby où quelqu'un est en train de leur sourire à 10 mètres déjà, parce qu'il les voit arriver à la porte en attendant qu'ils viennent se présenter.
C'est hyper intéressant et ça doit jouer beaucoup aussi. Cet attachement au lieu dans lequel on est allé, ça doit aussi jouer beaucoup sur le fait d'avoir envie de revenir. Et pour ceux qui se disent, c'est un peu bizarre ce podcast sur l'hôtellerie, alors qu'on a fait quelques podcasts avant, du coup, sur le marketing, les DNVB dans le e-commerce. Mais justement, je voulais faire ce podcast parce que c'est ça que je trouve intéressant. C'est les points communs qu'il y a, du coup, entre les DNVB aujourd'hui et je dirais les nouvelles marques de l'hôtellerie. C'est le fait d'imprimer un ADN et de créer un attachement à cet ADN. De la même manière que quand je commande sur Asphalt ou Drapeau Noir, ou toutes ces nouvelles marques, en fait, il y a plus qu'un achat qui se fait, il y a un attachement, il y a des valeurs partagées. J'ai l'impression que c'est la même chose qui se joue ici. Il y a vraiment ce truc-là où en fait on veut créer de l'attachement et cet attachement il va bien plus loin que dans le produit que j'achète et si je le trouve stylé ou pas. Il y a les valeurs que je propage. C'est vrai. Et par contre là-dessus, il y a un équilibre qui est très très dur à trouver, surtout en tant que marketeur. C'est de faire attention à l'authenticité. C'est-à-dire que quand tu commences à t'aventurer, par exemple, sur des questions de RSE, des choses comme ça, c'est bien beau les beaux discours, mais surtout quand tu commences aussi à avoir une cible qui elle-même peut être un peu dans la com, le marketing, qui va te repérer direct si tu es en train de nous faire un beau greenwashing, etc. Il est surtout très important, comme tu dis, d'avoir des valeurs, mais vraiment de s'y tenir. C'est-à-dire que dans les actions que tu vas faire, que ce ne soit pas juste un beau discours. Je te prends un autre exemple. On a la chance d'avoir un espace dans notre lobby qu'on appelle notre pop-up corner, qui ressemble à un kiosque à journal, si tu veux, un petit peu parisien, comme notre réception d'ailleurs, parce que tout le lobby a été construit comme une extension du quartier, donc comme une extension de la rue. Et c'est un espace qu'on va mettre à disposition de créateurs différents tous les mois. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'organiser un petit vernissage, parce que pour nous, c'est super, c'est l'occasion justement où ils font venir une communauté qui parfois même n'ose pas passer la porte d'un hôtel 4 étoiles. C'est vrai que travaillant dans l'hôtellerie, moi personnellement, j'ai fini par apprendre que oui, c'est OK d'aller dans un bar d'hôtel, dans un resto d'hôtel, mais ça, c'est un des grands challenges aujourd'hui pour les bars et les restaurants d'hôtel, de dire c'est ouvert à tous. Donc, ils nous permettent déjà de faire venir des personnes qui reviennent, on le sait, on en croise, ils nous disent j'étais à tel vernissage, mais surtout, ça nous permet de garder ce côté authenticité aussi par rapport à nos publics, et notamment pour les repeat customers qui reviennent tous les mois, ils vont avoir quelqu'un de différent. On a une créatrice qui s'appelle Elsa de la boutique Gabriella, j'en profite, tu vois, je fais un peu de promo, qui revient régulièrement, qu'on adore. Elle fait des accessoires en tissu wax, par exemple. Et c'est vrai que dans nos chambres, tu vas retrouver beaucoup d'accessoires en tissu wax, parce que je te dis, on joue beaucoup aussi sur le côté, on est entre Château Rouge et Château d'Eau, donc on joue aussi beaucoup sur les côtés influence d'Afrique. Et c'est vrai que il y a des plaids, il y a des coussins qui peuvent disparaître assez rapidement. Ne faites pas ça d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, c'est pas sympa. Mais pour te donner une idée, elle est dans le lobby avec sa machine à coudre et elle est vraiment en train de travailler sur ces objets. Et notre directeur passe et effectivement lui dit tiens, écoute, on a besoin de remplacer des coussins, on a besoin de remplacer des plaids, c'est ce que tu nous ferais pas. Et elle nous a refait la moitié de la collection là de l'hôtel. On avait besoin de nouvelles lampes pour nos salles de réunion. Elle nous a fait des beaux abat-jours en tissu wax. Mais je veux dire, voilà, si je te donne cet exemple, c'est qu'il faut que ça reste quelque chose d'authentique. Il faut pas, tu vois, il fallait pas qu'on pousse ce truc d'absolument se dire attends, on va essayer il faut que ce soit ces moments aussi qui se créent, et parce que sinon ta cible, tes clients, ils le sentent direct si c'est poussé. C'est parfait parce que ça justifie pourquoi je pense que c'était intéressant de faire ce podcast et toutes les synergies dont je parlais avec les nouvelles marques du e-commerce ou les DNVB, comme j'aime bien les nommer. Tout ce que tu viens de dire, c'est des choses qu'on peut retrouver, que j'ai pu voir dernièrement. En dehors de l'hôtellerie. J'étais hier à l'inauguration du nouveau magasin Plantes pour tous. Du coup, il y a tout un espace du magasin qui est dédié à rempoter sa plante et qui t'explique comment le faire. Bel exemple, du coup, à nouveau, d'un lieu où en fait, je viens pas que pour consommer, mais du coup, il y a un espace qui est dédié à ça. Et enfin un espace qui est dédié à une expérience en plus de mon achat. Et sur l'authenticité, c'est quelque chose aussi qu'on a vu du coup la semaine dernière avec Alix, qui disait effectivement qu'en fait, en gros, les consommateurs sont plus naïfs, notamment toute cette nouvelle génération qui a été vraiment, je dirais, qui a reçu plein de pubs et qui a grandi avec ça et qui sait
maintenant savoir ce qui est de la pub et ce qui est de l'authentique. Et du coup, on a toute une nouvelle génération aussi qui est vraiment qui a besoin de ressentir cette authenticité, quitte à aller jusqu'à avoir le fondateur de la marque qui parle en live et qui vient vraiment défendre ses valeurs. Et il faut sentir que ces valeurs, elles sont vraies, qu'il y a de la transparence. Donc, pareil, Plante pour tous, c'est un bon exemple parce que les fondateurs ont voulu vraiment, dès le début, dire que, en fait, d'où venaient du coup les plantes. Ils se cachaient pas qu'elle venait pas de France et en même temps elle venait pas de si loin parce qu'elle venait de Hollande, mais ils voulaient vraiment être hyper transparents là-dessus, et ça rejoint du coup ce que tu dis sur l'authenticité. Donc l'authenticité, la création d'expériences, d'espace, c'est marrant parce que c'est quand même un point commun à toutes ces nouvelles marques, donc je trouve ça hyper intéressant. Et pour éviter de faire un monologue, parce que ce n'est pas moi qui ai interviewé aujourd'hui. Mais t'es inspiré, je te laisse. Est-ce qu'on peut parler... On va parler de plein de choses. Ça va être hyper intéressant parce qu'on va parler de remplir son hôtel, on va parler des marketplaces, quels enjeux elles ont, on va parler de co-marketing, on va parler de porosité entre les différents lieux dans un hôtel. Peut-être commençons par la base. Aujourd'hui, comment vous faites de l'acquisition, c'est-à-dire comment vous arrivez à faire venir du coup des gens dans votre hôtel? Est-ce que c'est d'abord uniquement par de l'awareness, comme tu le disais, avec des relations presse, des réseaux? Est-ce que vous arrivez à faire justement du co-marketing? Voilà, si tu peux nous dire un petit peu les leviers que tu essayes d'activer aujourd'hui pour faire de l'acquisition dans ton hôtel. Et quand tu parlais de... Je vais faire le lien avec ce que tu racontais et la transition avec l'awareness justement, et justement sur cette partie acquisition. Comme tu l'as dit, la publicité, aujourd'hui, on en a... Voilà, je fais partie de la génération qui, comme moi, retrouvait des boîtes aux lettres dégueulantes de prospectus. et c'est vrai qu'on sait que ça marche plus. Enfin, vraiment mettre des call to action, c'est-à-dire d'inciter à la réservation systématique sur les canaux, c'est plus quelque chose... En tout cas, c'est pas quelque chose qui marche avec les marques qu'on représente, ou je pense les marques dont tu parlais tout de suite. D'où, effectivement, ce besoin de awareness, création de contenu, mais sauf sur des périodes, on va dire, vraiment clés, parce qu'on en a besoin, parce que dans l'hôtellerie, il y a des périodes qui sont plus calmes, où on va se permettre de temps en temps de mettre une réduction, quelque chose. On va vraiment être, comme tu dis, sur de l'awareness et laisser le client de lui-même venir nous trouver. Après, on a... Ça, c'était, on va dire, le marketeur qui te parle. Il y a aussi le commercial derrière, qui a un hôtel à remplir. Quand tu parlais des marketplaces, nous, on va beaucoup travailler avec ce qu'on appelle les OTA, les Online Travel Agencies. Voilà, les deux plus connus étant évidemment Booking et Expedia, et qui ont encore aujourd'hui un poids énorme dans le monde de l'hôtellerie. On va pas se mentir, particulièrement pour les plus petits indépendants. Nous, c'est vrai qu'en tant que chaîne, en tant que marque aussi qui commence à être connue, on arrive à driver même sur de l'individuel du trafic direct. Donc, ce que j'entends par individuel, ça va être beaucoup ce qu'on va appeler de l'individuel loisir. Toi qui veux partir en week-end, à un moment, voilà, la question se pose dans ton parcours client. Si tu ne connais pas, ce serait assez logique. Tu vas dans une destination que tu connais pas, que tu te retrouves sur Booking.com ou Expedia. On le fait tous, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'évidemment, derrière, on sait que ça implique des commissions qui vont entre 15 et 20% pour l'hôtelier. Quand déjà, comme on le disait, tu connais déjà la marque, tu te dis, tiens, ils ont un hôtel là, où est-ce qu'il est situé, et qu'on arrive à les récupérer en direct, ça fait déjà des économies de commissions. Donc notre rôle aussi, au-delà de la brand awareness qui fait qu'effectivement les gens vont se tourner directement vers nos canaux de réservation, on a aussi, niveau programme de fidélité, notamment beaucoup de gens qui vont passer directement par Accor. C'est quand même une des forces aussi de la marque Accor, d'avoir effectivement toutes ces marques dans son portefeuille. C'est qu'il y a un programme de fidélité qui fait que tu vas pouvoir passer d'une marque à l'autre et toujours être récompensé. Ce qui fait que si, par exemple, tu pars à Londres et que tu ne trouves pas un 25 Hours, tu pourras quand même profiter de tes avantages par rapport à ça. Ensuite, on a un rôle aussi en tant que commerciaux, comme je te disais, de développer tout un segment qui va être séminaire, qui va être groupe, mais aussi beaucoup de voyages d'affaires. Le voyage d'affaires, c'est une problématique qui est très intéressante en hôtellerie parce qu'en fait, c'est du repeat. C'est du repeat visitor, donc soit individuel, soit pour des marques. Imaginons que, je ne sais pas, tu travailles pour une société qui a besoin de faire des déplacements réguliers sur Londres. Tu vas pouvoir négocier un contrat en fait avec un hôtel qui va t'assurer un tarif souvent fixe à l'année. Je précise ce que j'entends par tarif fixe.
pour ceux qui ne seraient pas forcément raccords sur toute cette partie hôtellerie, c'est vrai qu'en hôtellerie, on pratique ce qu'on appelle le revenu, le yield management. C'est-à-dire que ta chambre d'hôtel, des fois les gens me disent « Ah, c'est sympa la chambre, c'est combien ?» Ça, c'est impossible à dire parce que ça va dépendre effectivement de la temporalité, ton taux d'occupation. En gros, ton objectif, tu as 2 critères. C'est que pour une date donnée, tu as à la fois ton taux d'occupation qui soit au maximum, donc que tu aies vendu le plus de chambres possible, et aussi ton prix moyen, c'est-à-dire que tu as vendu le maximum de chambres possible pour le tarif le plus élevé. Donc, je n'ai pas commencé à donner des cours là-dessus, mais là où il y a une grosse différence aussi avec d'autres marques avec lesquelles tu as pu travailler, c'est qu'il n'y a pas de notion de stock. C'est-à-dire que si ce soir, on n'a pas vendu nos chambres, elles sont perdues, c'est périssable en fait. Alors que si effectivement tu te dis, je sais pas, j'ai pas vendu mes verres d'eau, demain je vais pouvoir potentiellement les revendre, je ferai une meilleure journée, je vendrai ceux de ce soir et ceux d'hier. Donc on a vraiment cette problématique là en termes de remplissage qui fait que ça nous oblige aussi effectivement de réfléchir sur 2 niveaux, c'est-à-dire remplir l'hôtel, mais à des tarifs qui nous intéressent et au maximum en évitant les intermédiaires, c'est-à-dire en évitant de payer trop de commissions. Ouais. Mais intéressant parce que du coup, les marketplaces représentent un canal d'acquisition encore plus dans l'hôtellerie qui est non négligeable. Je disais il n'y a pas longtemps que 76% des réservations dans le monde passent par une marketplace, donc c'est assez incroyable le pouvoir de ces marketplaces dans le monde de l'hôtellerie. Je ne pourrais pas te donner le chiffre exact, mais on est beaucoup... encore une fois, c'est l'avantage d'avoir une marque quand même qui est connue. On est sur des taux qui sont beaucoup plus bas. Ok, hyper intéressant. Et justement, le fait de faire de l'acquisition via ces canaux, c'est quelque chose qui est aussi arrivé dans la restauration, où en fait, beaucoup de restos font de l'acquisition sur Uber Eats et essayent de créer de la rétention en dehors d'Uber Eats. Donc en fait, tu m'as connu sur Uber Eats, mais je vais te faire revenir du coup, peut-être sans que tu passes par Uber Eats, si je suis pas loin de chez toi, que tu essayes de venir et de passer en direct. Donc c'est intéressant de se dire qu'il y a aussi ça du coup dans d'autres secteurs avec le yield. C'est marrant parce que du coup il y a de plus en plus de startups aussi du coup dans la restauration qui permettent à des restaurants automatiquement d'ajuster les offres qu'ils vont faire sur Uber Eats en fonction du flux qu'il y a dans le restaurant, et donc ils vont être plus agressifs sur Uber Eats ou moins agressifs sur Uber Eats en fonction du flux qu'il y a dans le restaurant. C'est un peu du yield, mais effectivement sans la problématique que tu évoques de la chambre d'hôtel, si elle n'est pas réservée, c'est de l'argent perdu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'hôtellerie, vous avez, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres secteurs, la data sur la personne qui, du coup, réserve. Est-ce que vous essayez et comment vous faites pour, justement, quelqu'un qui est venu d'une marketplace pour, en fait, faire perdurer la relation, et d'ailleurs pas forcément qui est venu depuis une marketplace, pour faire perdurer la relation et potentiellement pour essayer d'être toujours présent dans son esprit et d'essayer de le faire revenir dans votre hôtel? Si on a quand même la possibilité effectivement de sortir les réservations, que ce soit par profil. Quand on voit que toi, Nicolas Samir, en fait, tu es dans nos top 10 réservations du mois, tu es déjà venu 4 fois ce mois-ci, et qu'on se rend compte en fait que tu es venu 20 fois dans l'année, et que parfois tu vas passer par un intermédiaire qui fait que nous, on va payer une commission et qui, toi, va pas forcément t'offrir davantage. C'est notre rôle en tant que service commercial, et je dis service commercial parce que c'est vrai que je parle de moi depuis tout à l'heure, mais j'ai la chance d'avoir une équipe de 2 personnes avec qui on travaille sur ces problématiques, que ce soit au niveau marketing ou commercial. Ça va être notre rôle de les contacter et de leur dire, écoutez Nicolas, vraiment vous adorez notre hôtel, super, on veut vous remercier pour votre fidélité, et on veut vous offrir des avantages effectivement qui vont faire que tu vas ensuite passer en direct, qui vont faire que tu auras sans doute une réduction, et qui vont t'offrir aussi plein d'autres avantages, comme par exemple le surclassement. C'est vrai que le surclassement en hôtellerie, c'est un outil de récompense qui est absolument génial, parce que factuellement, c'est souvent la catégorie de base qui est la plus vendue. Donc on se retrouve généralement, il faut toujours en laisser ouverte, tu vois, et on se retrouve régulièrement à surclasser pour s'assurer d'avoir encore de la disponibilité sur les catégories de base. Donc, quitte à surclasser, on va évidemment choisir quelqu'un qui sera passé en direct, quelqu'un qui est un repeat visitor. Et tout ça, c'est des manières aussi de fidéliser nos clients. Hyper intéressant. Parlons aussi des porosités qu'il peut y avoir du coup entre les différents espaces qu'il y a dans l'hôtel. C'est intéressant parce que tu disais que vous avez 3 médias, donc ça veut dire que vous avez 3 portes d'entrée sur votre hôtel.
Comment on fait aujourd'hui pour essayer de créer des synergies entre ces lieux? Comment j'essaie de faire en sorte que quelqu'un qui vient à l'hôtel, du coup, mange au restaurant, boive un verre au bar? Est-ce que c'est des problématiques sur lesquelles vous travaillez? Comment vous essayez de tacler ce sujet-là aujourd'hui? Alors évidemment, c'est extrêmement important pour nous, surtout on a un restaurant sur lequel on travaille vraiment aujourd'hui, parce il a 2 problématiques. Encore une fois, c'est qu'effectivement, il est, au premier étage, c'est-à-dire que tu passes devant, tu ne le vois pas. Je ne sais pas, si toi d'ailleurs, par exemple, avant, qu'on en parle, tu savais qu'au premier étage, alors que tout le monde passe devant la gare du Nord, hein, Gare du Nord, c'est la deuxième plus grande gare du monde en termes de fréquentation. Il y a entre 700 et 800 000 personnes par jour qui passent Gare du Nord. Bon, beaucoup en sous-sol, bien sûr, mais tu peux pas t'imaginer que le restaurant est là. L'autre point, c'est qu'on n'a pas d'espace extérieur. Bon, ça, c'est un point plus surtout avec les beaux jours qui arrivent. Je t'avoue qu'on n'a pas trop hâte. Mais donc, il y a un vrai enjeu pour nous qui est à la fois de faire venir les Parisiens, de les faire connaître, mais il y a aussi un enjeu de faire de ce qu'on appelle du in-house. C'est-à-dire que, par contre, comme je te le disais, on a 235 chambres dans l'hôtel. Donc, ça fait quand même tout un tas de potentiels clients qui sont en plus juste au-dessus du restaurant. Maintenant, à nous de trouver le moyen de les faire descendre. Donc ça, il va y avoir plusieurs solutions. Il y a quand tu nous parlais tout à l'heure aussi d'acquisition, une fois que ta réservation est faite, tu vas recevoir un email qu'on appelle Prestay, qui va te donner des informations un petit peu sur ton séjour, donc personnalisé au maximum, avec un ton qui est celui de la marque, pour que déjà tu sois un petit peu dans l'ambiance et que tu aies déjà envie de te retrouver à l'hôtel, et sur lequel on va pouvoir suggérer ce que vous avez réservé un restaurant. Sachez que notre restaurant se trouve au premier. Ensuite, on fait des nouveaux essais, notamment avec Pongo. On va en parler. Pongo qui va avoir un double avantage, j'espère, pour nous, qui va être à la fois de proposer par un jeu interactif à nos clients. Donc, on pense mettre ça sur les porte-clés. C'est-à-dire quand on te remet ta carte, effectivement, tu mets ça dans une petite enveloppe en carton. Et donc, à l'arrière, on voulait inciter en fait les clients à participer donc, au jeu d'une roue qui va leur permettre de gagner soit un mezzé, soit un cocktail, soit un dîner pour deux s'ils ont de la chance. Dans tous les cas, ils sont gagnants, ils gagneront quelque chose. Et c'est aussi une manière de leur dire, au-delà de vous avez gagné quelque chose, ils ont dans leur tête, ça y est, ils savent maintenant qu'il y a un restaurant au premier. Ils ont joué, ils savent qu'on est là. Il n'y aura pas la possibilité de se dire que pour eux, c'est juste une salle de petit déjeuner. Ils ne savaient pas qu'il y avait un resto. Si au moins on a réussi à capter leur attention grâce à ce jeu, ils viendront, ils viendront pas, mais ils sauront en tout cas que le restaurant existe. Hyper intéressant, effectivement. Et oui, parce que du coup, on travaille avec Anthony, notamment autour du restaurant de l'hôtel. Du coup, on essaie de voir comment Pongo peut permettre d'aider à créer effectivement du lien entre la chambre et le resto, comment on peut apporter un peu plus de trafic aussi au resto pour le faire connaître. Et ce qui est intéressant sur ce que tu dis, alors déjà, je trouve que c'est génial de le mettre sur les clés, que genre juste tu as tout le temps sur toi, que tu sois dans l'hôtel, pas dans l'hôtel, tu les as tout le temps sur toi. Donc en fait, touchpoint hyper intéressant parce qu'il est sans arrêt dans la poche, devant les yeux du client. Et en plus, ce qui est intéressant pour compléter ce que tu disais, c'est qu'en fait, tu es capable de traquer combien, du coup, tu as ramené de gens, du coup, au restaurant. Et donc là, tu peux vraiment dire, en fait, tu peux suivre tes résultats et dire, ce truc-là m'a permis de créer X trafic dans mon resto. Et là, tu peux vraiment la matérialiser, quoi, la porosité que tu crées entre la chambre et le resto. Comme on disait, sachant qu'en plus, dans notre stratégie d'acquisition marketing, on est plus sur de l'awareness, comme tu le dis, par rapport à notre compte Insta. C'est vrai que c'est bien d'avoir un outil où, pour une fois, on peut vraiment mesurer le nombre de personnes que ça aura drivé au restaurant. Et l'avantage est double. Bon, je ne t'apprends rien là-dessus. C'est vrai que pour participer en plus au jeu concours, il y aura besoin de laisser un commentaire. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique pour nous aujourd'hui, c'est qu'on met vraiment de l'importance dans notre score qualité. Et de la part des propriétaires aussi de l'hôtel, parce que ça fait vraiment partie pour nous de l'importance quand même de notre service, c'est qu'on ait des bons retours. Ça fait partie aussi, tu parlais de fidélisation, d'une manière de s'assurer que la fidélisation sera là. Donc de pouvoir en fait avoir des personnes qui vont, pour pouvoir participer au concours, laisser un avis.
Je veux dire, peut-être toi comme moi, on s'est dit 1 milliard de fois en testant un hôtel ou un restaurant, c'est génial, je devrais mettre un commentaire, on ne le fait jamais. Et on espère que ça va pouvoir en fait inciter des personnes qui de base n'ont pas forcément ce réflexe de laisser des avis, de le faire pour pouvoir justement participer au concours. Hyper intéressant, et au-delà de ça, en plus, au-delà du score qualité, il y a cette importance, ce poids énorme des avis dans le référencement local. Et le référencement local, c'est quand même clé aujourd'hui pour un hôtel. Si je cherche Hôtel Paris, en fait, c'est hyper important d'être du coup dans les premiers résultats. Et plus j'ai d'avis, plus j'augmente dans les listings. Je m'approche des premières positions des listings et mieux je suis référencé, et donc plus je fais de l'acquisition. Donc là, c'est incroyable, c'est que tu fais un peu coup triple. Tu crées du trafic de la chambre au resto. Tu améliores du coup l'e-réputation de l'hôtel, et tu améliores ta présidence, incroyable. Tu améliores ta présence sur le référencement sur Google, sur les plateformes de référencement local. Donc c'est hyper smart à la fin, et hyper intéressant. Et d'ailleurs, je trouve que ça pourrait même être intéressant pour créer de l'acquisition, de partager cette roue sur les comptes Instagram de la marque, parce que tu pourrais là aussi voir combien tu as ramené de followers directement au resto, au bar. Si tu veux, je te le dis. Alors, il est pas encore validé par le marketing. Je parle de marketing siège, mais le claim, parce qu'en fait, on a des claims en fait avec la marque qu'on pensait mettre pour inciter à jouer, c'est turn your feedback into food. Pas mal. Donc voilà, transforme ton avis en nourriture. Voilà, c'était ce qu'on pensait mettre vraiment pour inciter à participer au concours. Trop cool. Incroyable. J'aimerais suivre ça attentivement. C'est un sujet qui me passionne, donc je le suivrai, c'est sûr. C'est intéressant parce qu'on pourrait aussi parler de... là, on a parlé de la chambre vers le resto. Ouais. On pourrait aussi parler du resto comme point d'entrée pour faire connaître l'hôtel. Vous avez fait un truc que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est que vous vous êtes dit, ok, du coup, on a un hôtel à Gare du Nord. Il y a sûrement plein d'entreprises autour de Gare du Nord. On va essayer de voir quelles sont ces entreprises, de les contacter et de les inviter, enfin en tout cas de leur offrir des choses s'ils viennent au resto. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce genre de cas, c'est que tu peux du coup te servir du resto comme point d'entrée pour qu'ils connaissent l'hôtel et qu'ils aient envie, soit en tant que B2B, soit en tant que B2C, d'y séjourner. Là aussi, il y a un truc hyper intéressant de lien inverse, et le resto devient le point d'entrée et sert l'awareness de l'hôtel. Oui, bien sûr. Mais on a effectivement fait partir aussi des communications autour d'une cinquantaine d'entreprises identifiées dans le quartier pour les inviter à venir déjeuner. On leur a fait des follow-ups pour leur inviter à prendre un verre. Ça nous a permis de découvrir, par exemple, des agences événementielles qui potentiellement peuvent ensuite organiser des séminaires ici. Le bon point d'entrée aussi dans ce sens-là, puis pour revenir un petit peu sur les marketplaces, comme tu disais tout à l'heure, qui est intéressant, ça va être Staycation. C'est vrai qu'on a parlé de Booking, on a parlé d'Expedia, qui sont vraiment les monstres. Staycation, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, ça a arrivé avec un concept il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans à peu près, qui était assez incroyable. Ils sont arrivés avec un constat, c'est que les hôtels parisiens, le dimanche soir, sont vides. Parce qu'en fait, le week-end, tu vas avoir tes clients loisirs. La semaine, tu vas avoir tes clients corpos, comme on disait, voyageurs d'affaires. Mais le dimanche soir, les loisirs peuvent être partis et les corpos pas encore arrivés. Donc même des hôtels, des beaux hôtels parisiens étaient vides. Donc ils sont allés les voir en leur disant, nous, on va faire venir dans vos hôtels les Parisiens. Et c'était un coup de génie, quoi, parce qu'en fait, c'était offrir justement aux Parisiens, leur dire, vous allez vous baigner dans la piscine du Molitor, vous allez aller dans le restaurant incroyable de tel hôtel, vous allez vous faire masser dans tel spa. Et en fait, par des espaces qui sont le spa, la piscine, ils allaient faire venir des Parisiens qui allaient quand même passer la nuit là et justement faire connaître ces hôtels aux Parisiens. Ouais, je trouve que leur concept est absolument... On travaille beaucoup avec eux d'ailleurs parce que voilà, pour nous, ça a été, comme tu disais, une manière de faire venir aussi par le restaurant des Parisiens qui ensuite... C'est quand même incroyable. Tu vas au restaurant, tu dors l'étage au-dessus. Ouais, c'est top. Ils ont réussi aussi un truc qui est hyper intéressant dans les marketplaces, c'est que en discutant avec un certain nombre de marques, il y a un certain nombre de marques, de head of marketing, de head of branding qui vont dire, en fait, moi, mettre ma marque sur Amazon, c'est outbrand. C'est pas compatible avec mon image de marque. Ce que Staycation a réussi à faire d'assez formidable, c'est de faire en sorte que, du coup, les hôtels et les expériences que tu vas vivre dans ces hôtels, elles sont extrêmement bien mises en avant. Et tu n'es pas sur
je dirais, j'allais dire le fast-food de l'hôtellerie avec Booking. Désolé Booking si vous m'entendez. Mais tu es sur quelque chose qui valorise chaque hôtel et donc du coup, à mon avis, ça leur permet aussi d'esquiver ce truc-là de outbrand. Je veux pas mettre mon hôtel sur les marketplaces. Alors sur l'hôtellerie, je pense que c'est plus un sujet parce qu'en fait tout le monde est obligé de se mettre sur les marketplaces. Mais en vrai, c'est quand même un vrai sujet de savoir que tu peux ternir ton image de marque en te mettant sur une marketplace. C'est comment moi, je suis une marque de fringues éco-responsable, éthique. C'est quoi les valeurs que je propage si je dis oui, mais par contre, je suis sur Amazon? Non, bien sûr. Après, je te trouve un petit peu dur avec Booking. Si des gens de Booking nous écoutent, je me désolidarise des propos de Nicolas. Mais je te trouve un peu dur parce que ça reste quand même des plateformes assez neutres. Je vais pas citer de nom. T'en as qui sont quand même très, très agressives, qui te balancent de la grosse promo, qui te disent on va te faire du moins 40% sur des trucs. Et là, effectivement, on a déjà refusé, avec des conditions finalement de réduction ou de commission égale, et ça nous est arrivé de refuser des marketplaces, comme tu dis, parce que on se sentait pas à l'aise, la marque, on sentait que ça allait ternir l'image de la marque, de balancer de la grosse promo, etc. C'était pas nous. Donc pour des conditions similaires de commission ou de réduction, effectivement, il y a un positionnement marketing que tu mentionnes qui est important. Mais avec Booking, il n'y a pas forcément de problème par rapport à ça. Je te dis, c'est encore une fois, tu balances de l'énorme promo. Et puis de toute façon, c'est tellement un incontournable. Bien sûr. Que personne se dira, dis donc, ils sont sur Booking, ils ont changé. Peut-être qu'un jour on en sera là, mais on en est loin. Non, c'est sûr que tu peux pas passer à côté. Je te rejoins là-dessus. Sur des périodes, il y a des périodes de forte activité. Par exemple, si tu vas chercher des hôtels sur Booking pendant les Jeux Olympiques, je pense que tu vas en trouver peut-être. Non, mais voilà, sur Paris, tu vas peut-être en trouver 50 fois moins que d'ordinaire. Parce que déjà, beaucoup d'hôteliers parisiens ont déjà fait une bonne partie de leur business aussi avec tout ce qui va être les groupes, les sponsors, les délégations. Et puis, en fait, savent que de toute façon, les gens vont chercher les hôtels, donc vont avoir le réflexe d'aller en direct. Donc, ils savent qu'ils vont pouvoir en plus s'économiser une. Mais sinon, non. Ne pas trouver un hôtel sur Booking, c'est quand même très rare. Si 76%, et je sais que c'est pas le cas chez vous, mais si en tout cas 76% des réserves viennent des marketplaces, j'imagine à quel point c'est incontournable. Deux petits sujets aussi que je voulais du coup aborder avec toi avant qu'on clôture un peu cette partie sur le marketing. Tu parlais du co-marketing tout au début, du coup dans la présentation de ton parcours. Quelle est la place du co-marketing? Ça se manifeste comment le co-marketing aujourd'hui et quel est, de manière macro, quel enjeu tu vois dans le co-marketing, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et avec les nouvelles marques de l'hôtellerie? Je vais te donner un exemple assez simple en fait. C'est si tu veux par rapport à ton expérience, on revient dessus, ton parcours client. C'est te dire mon client qu'est-ce qu'il vient faire à Paris? Ou alors comment est-ce qu'il vient à Paris? Pour nous, la réponse est assez facile. On a juste à regarder par la fenêtre, on voit la gare du Nord. Donc c'est vrai qu'une des premières choses que j'ai faites en arrivant au 25, ça a été de contacter Eurostar, tout simplement. Parce qu'Eurostar, leurs clients, assez logiquement, sont nos clients. Enfin, j'ai pas la prétention de dire que tous ceux qui descendent de l'Eurostar viennent chez nous. On va plutôt tourner l'inverse. Une bonne partie de nos clients sont leurs clients. Et donc, voilà, on a commencé à créer des ponts sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, ça va être, à des moments, tu te rends compte qu'Eurostar fait des voyages de presse. Tu te dis, tiens, nous aussi, on fait des voyages de presse. Mais quand ils font des voyages de presse, ils ont besoin d'hébergement. Quand on fait des voyages de presse, en fait, on a besoin de transport. Peut-être qu'on aurait intérêt à le faire ensemble. Et donc, c'est pareil avec la destination, l'Office de tourisme, par exemple, à Tout France. Là, je pars sur un salon vraiment axé sur les organisateurs d'événements, séminaires, congrès à Londres. On sera sur le stand à Tout France, donc l'Office de tourisme qui est censé représenter la France. On partage la table avec Eurostar. Et donc, est-ce que là, en plus d'économiser les coûts, il y a aussi un message envoyé de « Vous voulez venir en France, prenez l'Eurostar, dormez au 25 ». Et ensuite, on organise ce qu'on appelle un post-tour. On va inviter une petite dizaine d'agences anglaises et on est en train d'organiser tout un séjour pour elles où, en fait, Eurostar met à disposition des billets. Nous, on met à disposition les chambres pour le séjour. On trouve d'autres partenaires qui sont contents de les accueillir parce qu'eux aussi ont un lieu événementiel, donc vous les accueillir pour un déjeuner. Et en fait, aussi, le marketing, c'est ça. C'est dire, attendez, on a une cible commune à un moment, il y a des actions qu'on va vouloir faire et on se dit, mais attends, j'ai pas le budget. Mais ton client, de toute façon, quand il va venir, il va pas juste rester chez toi. On n'est pas un resort. Donc, il va aller ailleurs.
Donc, si tu sais ce qui va aussi l'intéresser, c'est dans ton intérêt aussi de lui dire, tiens, mettons-nous ensemble. Et puis, peut-être que si on en fait 10, il y en a peut-être 2 qui vont travailler avec toi, deux qui vont travailler avec moi, les autres 8, pas du tout. Mais en tout cas, on aura fait des énormes économies de budget Ouais. parce qu'en fait, on a des choses à s'apporter les uns aux autres. C'est hyper intéressant ça. Je trouve que c'est un peu sous-exploité, mais le co-marketing, ça peut être extrêmement puissant. Et moi, je l'ai vu sur plusieurs exemples qu'on a vu chez Pongo. On a vu du co-marketing entre petits commerçants de manière hyper intelligente, hyper smart. Un exemple à Nogent-sur-Marne, il y a une poissonnerie, un caviste et du coup une cave à bière, je sais pas comment dire, une brasserie, je peux dire. Et en fait, du coup, ils ont tous les trois un programme de fidélité et les récompenses sont des récompenses croisées. C'est-à-dire qu'en allant chez la poissonnerie, je peux gagner du coup une bonne bouteille de vin du coup à aller prendre chez le caviste. Chez le caviste, je peux gagner du coup des huîtres à aller prendre chez le poissonnier. Et en fait, ce ping-pong, il est hyper intéressant parce qu'effectivement, on peut totalement se dire, en fait, vu qu'ils sont dans un périmètre assez, ils sont assez proches, oui, celui qui va aller chez le poissonnier, il va peut-être avoir besoin d'une bouteille de vin, il va peut-être avoir besoin de bière. Et du coup, c'est mutualiser les énergies en se disant effectivement comme tu le disais on target la même cible donc en fait profitons-en et on le voit aussi Plante pour tous et Frichti qui savent qu'ils ont plus ou moins le même persona qui ont fait il y a pas longtemps une campagne marketing de co-marketing donc co-brandé pareil hyper intéressant parce que en fait c'est concrètement du coup potentiellement la même cible donc autant aller se créer des ponts entre nos business respectifs. Et dernier exemple que j'ai en date aussi, il y a vraiment plein de beaux exemples autour de ça. Privatiseur, donc une plateforme de réservation de bars qui fait du co-marketing, qui fait du co-marketing avec une marque qui permet d'avoir une espèce de remède gueule de bois. en fait, ils ont potentiellement une même cible de gens qui vont dans des bars et qui après ont la gueule de bois. Autant mutualiser les énergies. Donc je trouve que tout ça est hyper intéressant et c'est pareil c'est encore plus évident pour, je dirais, pour l'Eurostar et l'hôtel. Il y a vraiment un truc hyper intéressant à fédérer les énergies pour se dire si on target la même cible, autant qu'on s'apporte du business mutuellement, quoi. Oui, et puis quand tu parlais aussi tout à l'heure de se faire gagner, le jeu concours. Je veux dire, pour nous, comme on disait, on a 235 chambres. C'est vrai qu'on adore proposer à des partenaires potentiels. Quand on disait les billes sont des si, on a la chance d'avoir pas très loin de l'hôtel les bureaux de My Little Paris. Tu connais ce média, évidemment, tout Parisien connaît My Little le Paris. Et qui en fait venaient déjeuner au Nenni, à notre restaurant. Nous ont connus comme ça. Là, c'était juste des clientes qui venaient déjeuner. Évidemment, elles se sont dit, c'est quand même sympa cet endroit. Elles ont voulu nous rencontrer. On a fini par organiser avec elles un jeu concours. Donc, elles étaient contentes parce qu'elles faisaient gagner à leurs auditeurs, auditrices une nuit d'hôtel chez nous, avec le dîner, etc. On a eu plus de 9000 participants sur un jeu concours. Trop bien. Et encore une fois, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne dans ce genre d'initiative. Donc en fait, vraiment, c'est juste dire qui peut avoir un intérêt à mener une opération avec moi qui en fait va nous coûter le temps de la mettre en place. Ça a que des avantages. Dernier petit point, je change on sort un peu du co-marketing, mais il y a une anecdote que tu m'as racontée que je trouvais hyper intéressante et qui rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure autour de l'authenticité, la proximité avec la marque. Tu me disais que chez 25, quand un avis négatif était laissé, c'était un email qui partait au nom du fondateur, c'est ça? Pour savoir pourquoi l'expérience était mal passée, tu vas le dire mieux que moi. Oui, parce que je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, il y a vraiment là aussi cette volonté de créer une proximité entre un humain avec un humain et du coup pas avec une marque et un humain. Alors tu vas voir, c'est même encore plus poussé que ça. C'est-à-dire que je t'ai parlé tout à l'heure des emails prestés, donc on envoie en amont du séjour du client. On a aussi l'email posté. L'email posté, ça va dire vous nous manquez déjà. Est-ce que vous avez aimé votre séjour? Laissez-nous un avis. Voilà le lien TripAdvisor, Google, laissez-nous un avis. Vous n'avez pas aimé votre séjour? Voilà l'email du directeur. Et c'est vrai que dit comme ça, c'est assez culotté, mais en fait, on préfère, c'est facile à dire, c'est pas moi le directeur, mais effectivement, on préfère éviter d'avoir la tempête, une étoile sur un site comme TripAdvisor, si le client est mécontent, qui peut avoir toutes les raisons du monde d'être mécontent. C'est vrai que souvent, tu sais, on a un peu le cliché de se dire « Ah, dis donc, il allait gueuler sur Internet ». Non, en fait, il y a des vraies raisons dans n'importe quel établissement d'être mécontent. Un raté, ça peut arriver. Là, on lui laisse une chance de s'exprimer et de parler directement au directeur.
qui, effectivement, va prendre le temps de lui répondre et essayer de régler la situation au maximum. Mais en tout cas, voilà, quand on parlait d'e-réputation tout à l'heure, c'est vrai que c'est une bonne manière à la fois de contrôler notre réputation et puis aussi parfois réparer des incidents dont on n'aurait pas forcément entendu parler avant que ce soit déjà posté malheureusement en ligne. Hyper intéressant. J'adore ce truc-là de dire si vous n'êtes pas content, vous pouvez parler au directeur. Je trouve ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais je sais pas si tu te rappelles cette série Palace, cette vieille série de la fin des années 90. Tu sais, ils en ont fait une pub naïve derrière où ils disaient appelez-moi le directeur. Oui, exactement. Voilà, mais non, mais tu vois, c'est ça. Encore une fois, c'est quand je te dis que finalement, c'est vraiment ça. C'est rien réinventé. C'est la digitalisation du appelez-moi le directeur. Exactement. Et je trouve ça génial. Et c'est marrant, ça fait un peu un lien avec. On parlait avec du coup Yann qui est de Grosse chez Katz et il disait que le meilleur taux de conversion qu'ils ont sur les paniers abandonnés. Donc paniers abandonnés, c'est les gens qui commencent à mettre dans leur panier, qui s'arrêtent, qui vont pas commander. Le meilleur taux de conversion qu'ils ont eu, c'était en envoyant des cartes postales. Là, pour le coup, c'était pas vraiment manuscrit de la part du directeur, mais du coup, manuscrit comme si c'était le directeur qui écrivait, avec un ton un peu humoristique pour pousser le client, avec un petit avantage financier, une petite offre, à commander. Et je trouve ça... C'était pas même le chat, carrément Exactement. Ouais. Ça allait encore plus loin, effectivement. C'était le fondateur de Katz qui disait... ton chat a dû t'empêcher de finir la commande. Du coup, voici un code promo pour retenter ta chance. Mais on en revient à ce truc-là, un peu en fait, on personnifie et en fait, c'est marrant, c'est bien parce que ça va permettre de boucler la boucle. On disait tout à l'heure que quand on parlait de nouvelles marques, tu disais, mais en fait, ça existe depuis toujours avec l'aubergiste. Et en fait, on fait la même chose qu'un truc qui existe depuis toujours en le digitalisant, mais c'est des ressorts qui marchent depuis la nuit des temps et en fait qui sont hyper importants parce que un billet est un si et tous les si sont des humains et du coup, les humains, ils veulent parler à un humain quand ça va pas. Exactement, c'est ce que j'allais dire, on digitalise mais on humanise aussi paradoxalement parce que tu vois par exemple dans nos espaces communs, tu verras pas d'écran. Il n'y a pas de... Même dans notre bar, les gens disaient, vous passez les matchs, la Coupe du Monde. Non, il y a pas... On aurait pu en mettre un si vraiment il y a vraiment eu une forte demande, mais il y a un choix de ne pas avoir d'écran dans nos parties communes. Le seul écran que tu vas trouver, c'est dans l'ascenseur et c'est pour passer une œuvre d'art. Parce qu'on a envie vraiment de... on pourrait avoir les bornes, et évidemment, il y a des besoins aujourd'hui d'avoir encore de cette technologie. Il faut qu'il y ait le Chromecast en chambre, il faut qu'il y ait les enceintes Bluetooth, mais ça fait partie aussi de l'expérience de te retrouver en face d'un humain. Ouais, totalement d'accord. Et surtout pour des voyageurs d'affaires, je sais que ça arrive que ce soit mon cas. Je sais qu'à des moments, quand ça va vite, en plus, les quelques interactions que je vais avoir avec des locaux, ça va être ces petits moments privilégiés. C'est pour ça aussi cette importance vraiment de l'humanisation, que ce soit à la réception, que ce soit par rapport à ton staff au restaurant, que ce soit par rapport peut-être aux autres personnes, à l'atmosphère que tu vas retrouver dans tes espaces communs. Quand peut-être la seule expérience vraiment au-delà du local, même d'une destination que tu vas avoir, va se jouer à ce moment-là, entre le moment où tu rentres dans l'hôtel et le moment où tu seras dans ta chambre, il y a un besoin d'humain qui est quand même extrêmement important. Hyper intéressant. Ça nous fait un pont pour la dernière partie de ce podcast sur ta vision un peu macro sur l'hôtellerie de demain. Si je peux faire une petite intro là-dessus, c'est hyper intéressant. Je parlais du contexte avec la sortie de Airbnb Rooms et Airbnb Passport, où du coup Airbnb est en train de mettre beaucoup d'énergie sur le fait de remettre en avant sur leur site les chambres d'hôtes, enfin les chambres où je suis chez l'hôte. Est-ce que tu penses que ça veut dire quelque chose sur la suite? Et quel regard tu portes sur les marques? Je dis les marques, mais sur les hôtels qui vont réussir qui sont les hôtels de demain qui vont réussir à s'imposer? Je pense pas je pense qu'il va vraiment y avoir une pluralité. On le voit aujourd'hui, même aux pluralité des offres, des marques. Il y a des fois des gens qui disent, mais attendez, tu vois, par rapport à Accor, en disant, ouais, dans Accor. Oui, ça peut paraître impressionnant comme ça au premier abord, mais si tu regardes, il y a vraiment des spécificités qui se dressent. Il y a à la fois des spécificités, mais il y a aussi des marques, comme on disait, plus historiques, tu vois, sur la partie lifestyle, qui vont commencer à essayer de se dire, donc voilà, il y a un petit peu, tu vois, par exemple, le terme lifestyle, finalement, qui va finir par vouloir dire plein de choses et pas grand-chose. Si, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment cette authenticité qui va aller avec. Tu vois, être lifestyle, ça ne veut pas vouloir forcément juste dire, voilà, j'ai mis un espace de coworking et maintenant, on peut s'asseoir sur le coussin par terre. Il va falloir un petit peu plus que ça. Mais en même temps,
pour des marques, on va dire, un peu plus traditionnelles, c'est déjà un énorme pas en avant et que certains voyageurs vont apprécier. Ouais. Par exemple, par rapport à l'hôtel, avant d'arriver, je me disais, tiens, on va être un hôtel un peu millennials, un peu hipster, presque si on pousse au bout. C'est un petit peu les clichés qu'on peut se faire, par exemple, de cette hôtellerie lifestyle. Ça va faire un an que je suis là, je peux t'assurer que c'est faux. J'ai encore croisé aujourd'hui, je les ai accompagnés d'ailleurs, parce qu'en plus, ça fait partie d'un de mes clients préférés, parce que je me dis, tiens, comment ils se sont retrouvés là? C'est quand même assez incroyable. Un couple de retraités britanniques qui, effectivement, se retrouvent dans un hôtel où les codes, quand on te le pitch comme ça, voilà, tu dis pas forcément que ça va être les premiers personas que tu vas retrouver dans ce... Ouais, tu te dis, c'est le petit bobo, moi, mon personnage. Exactement, mais c'est ça aussi qui est merveilleux. Et de toute façon, sur la longévité, si tu veux vivre que de ça, tu peux pas rester sur le long terme. Si tu veux faire que du cool, tu as besoin aussi de tu vois, le fameux cycle de vie d'un produit. Faut que ça aille plus loin que les pionniers. Il faut qu'à un moment, ce soit la majorité aussi qui commence à devenir adhérente à... Ouais, carrément, je suis assez d'accord avec ça sur le fait que... en fait, on pourrait se pignoler un peu en se disant les hôtels qui réussiront seront les hôtels lifestyle qui permettront de proposer une expérience, etc., etc. Mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui recherche la même chose quand il cherche un hôtel. Et d'ailleurs, peut-être même une même personne peut chercher deux choses différentes à des instants différents, dans des contextes différents par rapport à un hôtel. Et que du coup, il y a de la place pour tout le monde. Et que des fois, tu as juste à proposer un service propre. Enfin, propre dans le sens nickel, quoi. Et des fois, effectivement, tu as besoin pour certains clients ou dans certains contextes, d'avoir une expérience augmentée. Par contre, le point commun de tout ça, je suis désolé, je reviens à Airbnb, mais c'est qu'il va quand même y avoir il y a quand même un sujet qui est assez nouveau dans l'hôtellerie. Enfin, nouveau, maintenant ça commence à faire des années que ça dure. Mais comment, en fait, on survit à l'arrivée aux parts de prise, aux parts prises par Airbnb. Comment on fait en sorte que quelqu'un, du coup, choisisse un hôtel plutôt qu'Airbnb et choisisse ton hôtel plutôt que Airbnb? Il n'y a pas forcément d'inquiétude par rapport à Airbnb. Airbnb, déjà, quand ils sont arrivés, ils ont révolutionné. Alors évidemment, en tant qu'hôtelier, je ne suis pas censé encenser Airbnb, mais de manière plus générale, voilà, si on théorise quand même un petit peu tout ce monde et le monde du tourisme, effectivement, ils ont révolutionné une approche déjà du voyage. Comme tu le disais, par rapport au niveau de l'expérience locale vers laquelle ils reviennent, et aussi qui a peut-être engendré, finalement, tu vois, un petit peu toutes les problématiques que l'hôtellerie ont traversées par la suite. Il y avait peut-être aussi une remise en question. Ouais, donc ça a quand même permis de faire peut-être bouger les lignes un peu. Je pense vraiment qu'Airbnb a apporté. Donc voilà, je te dis, on va pas rentrer sur des sujets polémiques par rapport à Airbnb, parce qu'il y a d'autres choses qui font que voilà, on connaît aussi les dangers sur certains aspects, notamment d'accès au logement, etc. Airbnb, on va pas rentrer là-dessus, c'est pas le débat. Donc mais par contre, voilà, soyons un petit peu objectifs quand même et réalisons qu'Airbnb, oui, a renversé quelques codes qui ont peut-être ouvert les portes à d'autres, voilà, notamment cette approche locale de retour à l'hôtellerie. Ensuite, sur ta question je pense vraiment qu'aujourd'hui, en tout cas sur Paris, on a la chance de traverser une période qui est plutôt positive. On a un mois de mai, je pense, qui est vraiment un record de fréquentation là, depuis des années, même 2019. Hein. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir tout type de produits pour tout type de clientèle et, comme tu l'as dit, pas forcément Nicolas, voilà son type de produit pour tout type d'instant. Si tu vas partir avec tes copains, si tu vas partir en couple, si tu vas partir pour un voyage d'affaires où de toute façon tu sais que tu vas rentrer de ta soirée à 2h du matin pour ne partir à 8h, choper ton train, même pas prendre ton petit-déj, évidemment que tu auras un comportement qui va être complètement différent. On n'a pas parlé non plus du luxe. Parce que le luxe, c'est quand même aussi un grand segment de l'hôtellerie qui marche très très bien. On a vu l'ouverture du Cheval Blanc. Voilà, on sait qu'il y a une clientèle aisée qui se fait aussi de plus en plus importante. Et il y a vraiment un énorme marché aussi du luxe qui fait qu'il y a des produits qui sortent. Encore un cousin de la marque Ennismore, je pense au Sopari et son restaurant Le Bonny dont tout le monde parle au bord des quais de Seine, là en bas du Marais. Voilà, ça c'est vraiment devenu une nouvelle figure de proue de l'hôtellerie parisienne et c'est un produit qui est complètement différent. Mais
qui se veut luxe un peu lifestyle quand même. Il n'est pas dans... non, mais tu vois ce que je veux dire, il est pas dans la branche Ennismore pour... Tu auras donc réussi à placer 10 fois le mot lifestyle dans ce podcast. Écoute ça. Mais voilà, tout ça pour te dire que oui, il va y avoir des changements, il va y avoir des inspirations en se disant tiens, peut-être que ça marche en ce moment. Comme je te parlais, voilà, des espaces de coworking, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus naître. Peu importe d'ailleurs les typologies d'hôtels, c'est aussi pour répondre à une demande de digital natives, comme on va dire, en tout cas voilà, de personnes qui vont être en télétravail, qui vont être avec leur ordi, qui vont pouvoir travailler de n'importe où. Donc oui, on va savoir s'adapter à la demande, mais je pense que c'est important de garder l'authenticité et aussi un petit peu de diversification. Écoute, c'est très clair et c'est intéressant parce que finalement, ce que tu dis, c'est que les propositions vont se verticaliser. Il y en aura qui vont être des experts du lifestyle, des experts du séjour un peu casual, des experts du luxe. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi, du coup, par exemple, dans la mode. Alors, je ne vais pas vous refaire le truc que je vous fais à tous les podcasts sur la polarisation du milieu de la mode, mais en vrai, c'est aussi ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des experts du low cost, Shein, on en pense ce qu'on en veut. Il y a des experts peut-être du lifestyle ou du éthique ou du éco-responsable. Et en fait, du coup, il y a une verticalisation qui se fait avec chacun qui essaie d'être expert dans son domaine. Et finalement, il y a de la place pour tout le monde tant qu'on est expert dans ce qu'on fait et qu'on est authentique dans ce qu'on fait. Est-ce que je résume bien les choses ? Je pense, oui. Et puis même quand effectivement tu parles, parce qu'on est parti là sur l'ultra luxe, j'ai pas vu ce que ça donnait, mais il y a eu une énorme campagne dernièrement des hôtels Formule 1 qui sont refaits complètement une beauté, où justement ils ont fait une publicité assez humoristique où les mecs savent qu'ils vont à l'hôtel, ils sont contents, ils savent qu'ils vont au Formule 1, ils font la gueule, et finalement ils font ah ouais, le Formule 1 maintenant c'est devenu ça, c'est génial. Mais très bien, tant mieux, parce qu'encore une fois, il y a des questions aussi de budget. Donc si tu arrives à garder un côté quand même éthique derrière. On sait qu'aussi que là, maintenant, dans l'hôtellerie, il y a beaucoup de problématiques. Accor, par exemple, mène une énorme politique en ce moment sur la fin du plastique à usage unique. Donc voilà, il y a effectivement des idées quand même de RSE derrière. Mais si tu arrives à faire à la fois du budget, contenter ta cible, et tout en ayant au maximum une approche, on va dire, éthique, mais tant mieux. Enfin, moi, j'étais le premier à être content de pouvoir dormir dans un Formule 1 quand j'étais plus jeune, et ça m'arrivera peut-être un jour de le refaire. Trop bien. Eh ben, écoute, je te remercie, Anthony, pour ce podcast. Hyper intéressant, tout ce qu'on a évoqué. Si vous voulez poursuivre la discussion avec Anthony, vous pouvez le contacter sur LinkedIn, Anthony Forest, Forest. Et du coup, si vous voulez passer un bon moment, que ce soit pour boire un verre, que ce soit pour manger des super mezzés, ou que ce soit pour vous immerger dans l'expérience du 25 à Gare du Nord, bah, en fait, vous n'avez qu'à vous rendre à Gare du Nord, regardez en face et vous allez tomber sur l'hôtel. Et l'hôtel est ouvert à tous et à toutes. Merci beaucoup, Anthony. Merci et à toi, à bientôt Nicolas. dans l'avant-garde.